Bon après-midi. Merci d'être avec nous en ce samedi 14 août pour la 4e édition des Rendez-vous d'histoire de Québec. Je me présente, Myriam Lévesque, adjointe à la coordination pour les rendez-vous d'histoire et étudiante à la maîtrise en histoire. Alors, dans cette conférence, l'archéologue Catherine Cook va entrer au cœur de la discipline archéologique pour aborder des questions de décolonisation et d'inclusion, un sujet qui est bien important et d'actualité. Je vous la présente brièvement. Donc, Catherine Cook est professeure adjointe d'archéologie publique au département d'anthropologie à l'Université de Montréal. Directrice du laboratoire d'archéologie publique, sa recherche vise à développer la collaboration et l'engagement communautaire en développant des plateformes numériques, des expositions muséales, etc., dans le monde de l'Atlantique, surtout au Canada, les Caraïbes et l'Europe. Alors, Catherine, la parole est à vous. Merci et merci vraiment de me joindre aujourd'hui pour réimaginer vraiment l'avenir de l'archéologie au Québec et vraiment plus largement au Canada et dans le monde. Je pense que nous sommes vraiment dans un moment très critique, mais aussi vraiment intéressant pour l'archéologie dans lequel nous pouvons commencer à vraiment transformer la façon dont nous comprenons le passé et en se faisant transformer aussi nos communautés actuelles. Je tiens à vous avertir qu'au cours de cette présentation, il y aura des discussions sur les pensionnats, l'esclavage et d'autres histoires vraiment émotionnelles. Il existe beaucoup d'organisations qui offrent un soutien et des conseils. Veuillez demander de l'aide si nécessaire. Je tiens aussi à souligner que les terres sur lesquelles nous travaillons, que nous habitons et assemblons aujourd'hui, même en virtuel, ce sont des territoires traditionnels et non cédés des Premières Nations. Je veux vraiment que nous prenions un moment de considérer les liens entre nos positions et expériences individuelles, mais aussi collectives de ces territoires. J'aimerais vraiment aussi attirer l'attention ici sur le fait que nous commençons vraiment juste à reconnaître les réseaux vraiment complexes qui ont été tissés à travers nos actions comme habitants de nos villes, de notre province, de ce territoire aussi. Et l'héritage qui sont fondamentalement basés dans la recherche historique et archéologique d'aujourd'hui. Tout cela aussi, vraiment d'un côté, l'Internet. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment oublier l'Internet et s'en rend dans nos conceptions, dans nos relations avec ces territoires physiques. Les données archéologiques aujourd'hui sont archivées, partagées, déplacées, dupliquées, modifiées, tweetées, retweetées à travers des territoires, à travers l'espace de manière presque inconcevable à certains moments. Alors, à mesure que la technologie modifie vraiment la façon que nous voyons et comprenons le monde qui nous entoure, la manière dont nous interagissons aussi avec l'histoire, avec l'espace, avec le lieu et même la politique des données numériques dans le monde de patrimoine culturel, passé et présent, doit être questionné et je dirais retravaillé et repensé. Alors, aujourd'hui, les données archéologiques, la recherche que nous faisons comme archéologues, mais aussi les connaissances et les interprétations du passé s'échappent vraiment rapidement à travers le monde entier, deviennent internationales et même intergalactiques. Il s'agit ici peut-être d'une légère exagération, mais elle a le mérite vraiment d'attirer l'attention sur des changements vraiment spectaculaires que nous avons observés dans le contexte, le lieu et la position de la recherche archéologique et la dissémination de cette recherche au cours des 30 dernières années. Ces changements ne sont pas uniquement numérique, mais en grande partie, le côté numérique et technologique a vraiment compliqué un héritage accumulé du colonialisme, des relations contemporaines entre colons et peuples autochtones et par l'incapacité persistante à suivre vraiment des moyens de réconciliation appropriés. L'archéologie publique, dont je suis spécialiste, c'est vraiment quelque chose qui est né de ces efforts pour impliquer des communautés diverses dans l'histoire locale, accroître l'éducation et de connaissances et aussi
encourager vraiment la valorisation et la préservation du passé archéologique. Il y a un côté historique qui est appelé l'histoire publique aussi. On travaille souvent ensemble dans ces deux domaines de vraiment réfléchir les moyens de travailler ensemble avec tout le monde qui s'intéresse vraiment au passé pour partager un meilleur récit du passé. Elle est aujourd'hui de plus en plus appelée à jouer un rôle de médiatrice à travers des collaborations entre des communautés vraiment diverses, parfois en conflit, des relations publiques ou encore à travers l'innovation avec des nouvelles technologies de réfléchir les éléments éthiques et si ces technologies sont appropriées dans des différents contextes culturels. Ici aussi, on voit des transformations vraiment complexes et diverses. Alors, ce n'est pas vraiment difficile de voir aujourd'hui que cette gamme de demandes a entraîné l'archéologie publique, tant dans la pratique que dans la théorie, dans de nombreuses différentes directions. Alors, il existe maintenant un nuage vraiment nébuleux de différents termes utilisés aujourd'hui, allant de la sensibilisation à la vulgarisation, à l'activisme ou militantisme. Et tous ces différentes motivations, tous ces différents objectifs n'ont pas vraiment aidé à clarifier les différents objectifs divers de ces types de projets. Alors, il y a parfois un peu de confusion sur cela, mais ça représente vraiment la diversité de motivations et d'objectifs de l'archéologie aujourd'hui et les différentes demandes aussi des communautés d'utiliser l'archéologie pour contribuer à des différents éléments dans notre société aujourd'hui. Comme l'archéologie publique était restée largement sous-évaluée jusqu'à récemment au Canada, souvent c'était vraiment quelque chose qui était après réflexion ou comme un passe-temps, quelque chose à côté, et surtout souvent au-delà des tâches ou des responsabilités habituelles des archéologues, elle est restée vraiment sous-développée, sans nombre de meilleures pratiques, ni analyse d'impact. Alors, c'est quelque chose assez récent et il y a beaucoup opportunité de redévelopper ces approches et aborder certains enjeux qui sont développés. Alors, on sait certainement que nous avons développé au cours des processus certaines mauvaises habitudes, l'utilisation d'un langage problématique, et je vais retourner à cela dans quelques moments, des mesures d'accessibilité qui sont vraiment largement inaccessibles et de développement de projets qui ne sont pas durables à la fin de la journée en raison de structures de financement, de carrière pour des archéologues ou juste leur intégration dans des communautés. Alors, il reste beaucoup à développer et je crois que c'est quelque chose, c'est vraiment un projet qu'on peut travailler ensemble de redévelopper ce rôle de l'archéologie publique ici au Canada et ici au Québec. Cependant, je pense que nous pouvons quand même commencer à dessiner les contours d'une archéologie pour notre siècle, même pour l'avenir aussi, qui commence vraiment à solidifier autour des frontières de l'archéologie, de muséologie, du patrimoine et les efforts vraiment de décolonisation aujourd'hui. C'est-à-dire les efforts visant à déconstruire les structures coloniales, autoreproductrices, d'inéquité, d'exclusion, de contrôle, de discrimination, qui sont vraiment intégrées dans la recherche, les lois de patrimoine aujourd'hui, l'éducation certainement, et l'accès à l'information archéologique. Alors, malgré les efforts déployés pour produire des initiatives directes visant à transformer le patrimoine à la suite du processus du Conseil Vérité de réconciliation au Canada, les conflits de territoire en cours pris par les lois, les processus archéologiques, les efforts bloqués, des appels qui sont ignorés pour le rapatriement, par exemple, et le manque vraiment de diversité dans des universités, dans les musées, dans les autres institutions archéologiques, suggère que nous n'avons en fait pas vraiment progressé très loin dans nos efforts pour réconcilier et encore moins pour décoloniser. Alors, je tiens ici à souligner
selon moi, une des meilleures définitions de décoloniser, ce qui oblige les Canadiens non autochtones à reconnaître et à accepter la réalité de l'histoire coloniale du Canada, à comprendre en quoi cette histoire a paralysé les peuples autochtones et continue de subjuguer les peuples autochtones. La décolonisation exige des individus, des gouvernements, des institutions et des organisations non autochtones de créer un espace et un soutien permettant aux personnes autochtones de récupérer tout ce qui leur a été pris. Ce qui est vraiment important ici, c'est de souligner les rôles et les responsabilités des personnes et institutions non autochtones. Alors, ce n'est pas le rôle ou la responsabilité des personnes autochtones de toujours faire un grand travail vraiment émotionnel et intellectuel pour décoloniser nos institutions et nos approches archéologiques et nos villes contemporaines. Nous avons un grand responsabilité aussi. Et je reconnais vraiment mon rôle et mes privilèges en tant que personne blanche au Canada. Et peut-être vous aussi, vous avez passé les dernières quelques années vraiment à réfléchir ces privilèges et ce que vous allez faire avec ces privilèges. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est dans de nombreux cas, c'est vraiment la réflexion qui ne se traduit pas toujours dans des actions. Et nous avons donc encore beaucoup de travail à faire ici pour redévelopper l'archéologie et redévelopper nos institutions plus globalement. Alors, dans le discours sur la décolonisation en muséologie, par exemple, une distinction a été établie entre les efforts qui invitent simplement des groupes plus divers dans des structures existantes et celles qui cherchent à démanteler et à reconstruire, reconnaissant la nécessité de soutenir, valoriser et reconnaître le travail, mais également les connaissances et les besoins des personnes traditionnellement exclues de la pratique du patrimoine. Comme dit un article récent d'Elisa Schonberger, il ne s'agit pas seulement d'inviter des Autochtones et d'autres groupes marginalisés au musée pour aider l'institution à améliorer ses expositions. C'est une refonte totale du système. Autrement, les musées ne font que reproduire les systèmes du colonialisme, exploitant les personnes de couleur pour leur travail émotionnel et intellectuel au sein de leur institution sans corollaire de respect et de pouvoir. Je pense que c'est vraiment là que les méthodologies archéologiques et les approches novatrices en matière de collaboration, diffusion, développées en grande partie sous la forme d'archéologie autochtone et archéologie publique, ont le plus grand potentiel pour transformer l'avenir de l'archéologie canadienne. Cela nécessiterait vraiment la restructuration beaucoup plus directe de notre discipline d'archéologie, notamment par rapport à notre place dans les sphères publiques et communautaires. Alors, l'archéologie et les musées canadiens demeurent malheureusement en grande partie inchangés à ce point, au-delà de l'intégration d'un vocabulaire d'équité et d'inclusion et l'introduction de beaucoup de technologies, comme j'ai dit, a vraiment compliqué les enjeux. Alors, on va retourner à cela aussi dans quelques moments. Les structures de l'éducation, des carrières, des pratiques de recherche restent toutefois profondément ancré dans le cadre de colonialisme aussi. Alors, ça reste vraiment difficile à transformer les choses quand nos structures restent vraiment inchangées aussi. Une grande partie de ce travail semble peut-être vraiment sémantique, mais c'est bien plus que cela. La façon dont les récits du passé sont souvent ancrés autour de l'arrivée, par exemple, des Européens, en utilisant une terminologie comme l'histoire et la préhistoire, désignant littéralement la période précédant l'arrivée des Européens comme avant histoire, ou même le contact et la période de pré-contact. Ça reste toujours une segmentation vraiment artificielle d'une histoire beaucoup plus longue, diverse et puissante d'une culture autochtone sur l'île de la Tortue. Alors, il devrait
avoir une réorientation de voir l'histoire comme vraiment fondée sur les cultures diverses qui existaient ici et qui continuent. Et cette utilisation d'histoire, préhistoire, contact, pré-contact, il y a souvent un sens que parfois que ces cultures arrêtent d'exister ou sont si transformées que c'est complètement différent de ce qui venait avant cela. Alors, même juste une transformation de comment on caractérise les époques, comment on utilise les mots dans nos récits, il y a un grand impact sur nos imaginations du passé, nos imaginations des personnes dans ce passé. Il y a une critique similaire dans l'histoire noire du Canada. L'utilisation, par exemple, des personnes en esclavage au lieu d'esclaves peut aider à remodeler la façon dont nous imaginons les personnes du passé, en passant d'une identité vraiment centrée sur l'esclavage. Ça, c'est leur identité, juste à souligner que c'est une circonstance de ces personnes. Ils ont une identité beaucoup plus complexe que cela et l'esclavage, c'est une circonstance. Alors, il y a beaucoup de mots que nous utilisons pour encadrer les récits du passé qui ont un poids considérable et révèlent beaucoup de nos préjugés conscients ou inconscients au sujet du passé et des personnes qui étaient vraiment actives dans le passé. Malgré les critiques formulées depuis longtemps, ce ne sont pas des critiques nouvelles de tout, mais ce sont des critiques vraiment depuis longtemps de cette terminologie. Il y a eu des demandes de changement. Cette formulation demeure dans les musées, dans les manuels scolaires, dans les articles de journaux. Alors, on voit ça tout le temps et il manque cette transformation effective dans le vocabulaire qui est utilisé. Cependant, il est clair qu'une archéologie vraiment décolonisée nous demandera de transformer tout le processus. Alors, ce n'est pas juste la présentation des récits du passé, mais vraiment de transformer tout le processus, d'être et de devenir un archéologue, de faire la recherche archéologique et ainsi comment nous allons engager avec ce passé. À la base, cela impliquera des changements vraiment dans l'éducation et la formation, mais aussi dans la manière dont nous formons les futures générations d'archéologues, la manière dont nous recrutons et soutenons des archéologues dans des emplois professionnels, et aussi dans le format de recherche, du financement et même de médias à travers lesquels nous partageons des récits du passé, que ce soit dans les musées, en ligne, sur papier, etc. Ce n'est pas du tout une tâche facile. C'est peut-être pourquoi il a fallu si longtemps pour voir des changements, mais cela est dû en partie au fait que beaucoup d'entre nous ont été formés aussi à penser de l'histoire du Canada, de l'archéologie, des savoirs autochtones, etc., dans une certaine manière, souvent en conflit, et que nous avons aussi vu que les archéologues au passé étaient formés à penser que le grand public pouvait seulement digérer une version vraiment vulgarisée des découvertes archéologiques. Alors, il y a toujours une simplification qu'on voit maintenant a un impact vraiment négatif sur ces récits aussi et ce qu'on puisse faire avec l'archéologie. Alors, il reste beaucoup à transformer, mais on est en train toujours à transformer nos cerveaux en premier et puis les pratiques. Je veux donc prendre aujourd'hui comme une opportunité de discuter des objectifs et des valeurs qui pourraient diriger les prochaines années de travail en archéologie publique et numérique ici au Québec et au Canada et plus globalement. C'est-à-dire, où allons-nous à partir d'ici, en reconnaissant tous ces problèmes, tous ces enjeux aujourd'hui? Quels sont les défis pour développer des approches d'archéologie, surtout d'archéologie publique, d'archéologie numérique, qui sont plus éthiques, équitables et durables? Comment favorise-t-on la créativité vraiment dans la collaboration et l'inclusion en archéologie au Québec? Et je crois que ça, c'est vraiment
où j'imagine mon rôle comme archéologue aujourd'hui. Alors, je travaille dans le laboratoire d'archéologie publique à l'Université de Montréal. Notre rôle, c'est vraiment d'encourager cet esprit de créativité dans des contextes collaboratifs. Alors, d'utiliser l'esprit de création qui existe dans tout le monde, de créer quelque chose ensemble qui pourrait contribuer à un meilleur récit du passé en utilisant tous les outils qui existent aujourd'hui. Alors, les outils numériques, oui, mais aussi les outils analogues pour vraiment essayer de jouer un peu avec la présentation de l'archéologie. Et je crois que c'est quelque chose qu'on vous voit autour du Canada en ce moment, c'est vraiment cette idée de réfléchir quels outils existent et qu'est-ce qu'on puisse faire avec ces outils pour contribuer à des différentes approches archéologiques. Alors, j'espère que vous avez suivi les histoires qui se sont déroulées dans les derniers quelques mois concernant les sépultures des enfants morts dans des pensionnats autochtones à travers le Canada. Une grande partie de ce travail a consisté à utiliser des méthodes archéologiques qui existent depuis des années et des années en ce point, comme le radar à pénétration de sol, pour localiser des tombes non marquées. Dans de nombreux cas, ces sépultures n'ont jamais été marquées, ou dans certains cas, l'Église et d'autres organisations ont activement retiré les monuments afin de contribuer à disparaître ou effacer cette histoire. Des archéologues, comme la professeure métisse Keisha Supernet, qu'on voit dans cette image, ont travaillé sous la direction ou en collaboration avec les communautés des Premières Nations pour aider à localiser des sépultures afin d'essayer de faire des points de connexion avec leurs familles, essayer de contribuer à l'histoire qui manquait parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont été retirés de leur famille et qui ont disparu et personne ne savait vraiment ce qui s'est passé. D'essayer de vraiment aborder ce vide qui existait. Alors, que la plupart des projets qui sont dans les médias en ce moment se situent vraiment dans les prairies ou sur la côte ouest du Canada. Il y a des projets similaires maintenant dans des communautés de Québec également. Alors, ce sont des choses à continuer de suivre dans les nouvelles. Il est essentiel que ces projets soient dirigés vraiment par les communautés des Premières Nations. Alors, ce n'est pas quelque chose que des archéologues blanches devraient juste aller commencer seuls, mais c'est vraiment un projet qui devrait être dirigé par des Premières Nations, mais qu'il soit soutenu financièrement par les gouvernements et les institutions religieuses qui ont été responsables pour les pensionnats. Et on voit ça de plus en plus dans les recommandations pour les archéologues de comment poursuivre ce type de travail. Cette information peut être aussi trouvée en ligne. C'est diffusé maintenant par l'Association canadienne d'archéologie et d'autres organisations professionnelles ici au Canada. Alors, il y a beaucoup de soutien maintenant qui est formulé pour les archéologues, pour des communautés autochtones aussi, de comment vraiment poursuivre ce type de travail. Mais c'est quelque chose qui a été en développement depuis longtemps et on voit maintenant l'impact qu'on peut utiliser ces outils pour refaire notre contribution archéologique. Alors, à une époque, peut-être cette technologie a été utilisée vraiment pour des recherches assez problématiques pour retirer des artefacts des communautés autochtones, mais on peut reformuler nos méthodologies vraiment pour contribuer à un différent type de relation avec le passé, avec ces communautés. Alors, il y a une demande ici vraiment d'examiner d'un œil super critique la façon dont cette histoire est représentée dans les cours d'histoire, à l'école, dans les musées, les monuments, autres représentations publiques du passé et transformer ces récits. Alors, on a vu les réactions de beaucoup de Canadiens qui ont dit qu'ils ne connaissaient pas cette histoire des pensionnats, même si c'était une histoire qui est assez récente.
Alors, comment est-ce qu'on puisse transformer ce qui existe dans les espaces publics pour mieux représenter ces histoires? Il y a de plus en plus de demandes pour que cette histoire soit reconnue vraiment comme un génocide, mais les récits dominants ont été vraiment blanchis. Cela va au-delà de la phase vraiment d'auto-éducation, que je crois que beaucoup d'entre nous sont en train de vraiment poursuivre cette auto-éducation, mais d'aller vraiment dans un moyen de contribuer activement, de mettre en œuvre cette histoire aussi, que ce soit en tant qu'archéologue professionnel ou juste des habitants de ces terres. C'est vraiment nos responsabilités d'être intéressés et essayer de trouver des moyens de partager cette information aussi. Alors, le passé du Québec en général est extrêmement limité. Il représente souvent de manière excessive l'histoire des hommes blancs, tandis que tous les autres récits sont marginalisés. Prenons par exemple cette peinture ou cette murale d'une station de métro de Montréal, où on voit que deux femmes, en fait, l'une tient un bébé et l'autre est une femme religieuse. Et ça, c'est souvent comment les femmes sont représentées dans l'histoire du Québec. Mais l'histoire des personnes noires, des queers, des femmes, des autochtones reste presque invisible dans les espaces publics. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder si on veut vraiment représenter mieux ces histoires problématiques, ces histoires d'inégalité. Il faut aussi traiter ce fait qu'il y a une inéquité dans la représentation de l'histoire dans des espaces publics qui sont souvent les façons les plus accessibles de rencontrer l'histoire. Ce qui nous ramène vers cette question de comment imaginer le passé afin de transformer notre présent et qu'est-ce qu'on puisse faire, quels sont les sujets qui devraient être abordés. Cette image ici provient d'un concours sur le patrimoine auquel j'ai participé il y a quelques années. Il s'agit d'une preuve de concept pour une application qui utiliserait la réalité augmentée pour superposer l'histoire du colonialisme à nos villes contemporaines en transformant des sites de colonialisme en piles d'os illustrés. Bien que cette application reste imaginaire, j'aime y revenir de temps en temps pour réfléchir à la manière dont l'archéologie peut continuer à faire ce travail, qui consiste vraiment à rendre les histoires qui ont été activement supprimées, effacées et rendues invisibles plus évidentes dans nos vies quotidiennes. Pour ceux d'entre nous qui ont le privilège vraiment d'ignorer souvent ces inégalités du passé dans la vie contemporaine. J'aimerais aussi profiter du temps qu'il me reste ici pour mettre en lumière certains des travaux de ce type réalisés aujourd'hui dans tout le Canada, en fait. L'archéologie publique est vraiment définie par un esprit ouvert, mais nous constatons de plus en plus que les archéologues collaborent en utilisant l'Internet pour faciliter le partage, non seulement des découvertes archéologiques, mais également leur expérience, leur méthode, leur personnalité. Alors, Twitter, Facebook, Instagram, des blogs, etc., ils sont tous utilisés quotidiennement dans tout le Canada pour accroître la connaissance et la compréhension de l'archéologie et de l'histoire, mais aussi la collaboration avec beaucoup de différentes personnes. Je tiens vraiment à féliciter tout particulièrement les jeunes archéologues dans ce contexte-là qui travaillent beaucoup à remodeler le visage de l'archéologie à travers ces plateformes publiques des réseaux sociaux. Il y a deux exemples ici. Pour changer vraiment la figure imaginée, souvent d'Indiana Jones ou quelque chose comme ça, pour rendre l'archéologie plus inclusive, pour aborder des enjeux comme la façon dont l'archéologie est utilisée, souvent pour les visions de la suprématie blanche et d'autres politiques vraiment problématiques, vraiment racistes souvent. Alors, l'archéologie a beaucoup à contribuer et on voit que beaucoup d'archéologues aujourd'hui utilisent ces plateformes de réseaux sociaux pour aborder ces enjeux.
Cet esprit d'ouverture s'étend aux données, les dépôts, les musées, trouvant des moyens vraiment à partager des données, d'accroître l'accès à des collections de manière numérique. Et on voit ça ici au Québec, certainement avec des plateformes comme Archeolab, où vous pourrez vraiment explorer des artefacts et comprendre beaucoup mieux, accéder à des collections qui sont super beaux pour comprendre l'histoire à travers ces objets-là. Nous pouvons également nous pencher sur des projets plus grands nord-américains tels que Open Context et l'Index numérique de l'archéologie nord-américaine pour des approches à grande échelle dans ces contextes-là de la science en accès libre, en se concentrant vraiment sur les perceptions changeantes des frontières entre les obstacles des données archéologiques et l'accès. L'utilisation de la technologie peut nous aider non seulement à voir l'impact sur le monde, mais aussi d'avoir vraiment un meilleur impact dans ces contextes-là. Alors, de contribuer à quelque chose, de valoriser le passé pour changer nos perspectives dans la vie contemporaine. Alors, un bon exemple, c'est le projet Bone Trade. C'était inspiré par le problème ce qui est vraiment grand et qui est de plus en plus grand autour du monde, avec la vente des restes humains, souvent des restes humains qui viennent des sites archéologiques, qui sont partagés et vendus en ligne à travers des réseaux sociaux comme Instagram et autres sites Internet. C'est vraiment un grand problème éthique et problématique dans le monde qui est en train de réfléchir ces éléments de la rapatriement et la décolonisation de l'archéologie. Mais c'est vraiment difficile à étudier, particulièrement pour des petits groupes d'archéologues, parce que c'est si grand, ça change tout le temps. Alors, Sean Graham à Carleton, en Ottawa, a développé une approche numérique d'analyser et d'identifier le marché pour les ossements afin d'essayer de le confronter. Alors, c'est une méthodologie vraiment avancée d'utiliser des façons de vraiment automatiser un peu l'analyse de ces réseaux pour essayer vraiment de confronter et peut-être aborder cet enjeu pour qu'à l'avenir, peut-être, il y aura moins de restes humains qui sont vendus en ligne et peut-être même qui sont rapatriés à leur communauté. De plus en plus, vous pouvez également voir des représentations vraiment numériques de l'archéologie dans les musées, qu'il s'agisse de la reproduction numérique d'artefacts par modélisation ou impression 3D, des activités vraiment interactives intégrées dans les expositions, les utilisations créatives de la technologie pour vraiment donner vie au passé. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans des musées ici. Pointe-à-Calière à Montréal, c'est certainement un chef-d'œuvre d'utilisation créative de l'archéologie numérique dans des musées, mais vous pourrez le constater dans de nombreux musées. Grâce à l'utilisation des applications, des écrans tactiles, des activités pratiques. Et de plus en plus, depuis le début de la pandémie, on voit aussi beaucoup d'efforts de transformer les expériences muséales dans des expériences ou des visites virtuelles qui veut dire vraiment qu'on voit vraiment une numérisation intense des sites archéologiques et des objets archéologiques qu'il faut vraiment réfléchir. Alors, le côté numérique, ça ne devrait jamais être utilisé par défaut, mais vraiment par choix réfléchi. Parce que c'est vraiment un choix et une décision politique et non neutre. Et pour l'instant, vraiment quelque chose qui est fondamentalement exclusif et non inclusif. Alors, dans beaucoup de cas où il y a une numérisation des objets, c'est fait par les institutions, les gouvernements qui sont coloniale encore, sans la collaboration, sans la consultation et sans vraiment réfléchir si c'est approprié pour le type d'objet, pour la communauté qui ça représente. Alors, il y a des défis vraiment importants qui nous attendent dans ce nouveau moyen de faire l'archéologie numérique. Alors,
nous devons vraiment demander dans beaucoup de ces concepts-là, et si vous êtes en train de voir des objets qui sont numérisés en ligne, des expériences virtuelles, mais aussi des représentations, des reproductions dans des musées, qui conçoit et produit ces projets? Comment et pourquoi? Qu'est-ce qui les motive? Cela comprend alors le soutien à la diversité, à l'inclusion, mais aussi la réflexion sur les privilèges, la position et le pouvoir, ce qui nous mène à une archéologie numérique, j'espère, décolonisée au lieu d'être vraiment un autre forme de néocolonisation. Lorsque nous reconnaissons que toutes les données, tous les publics et tous les archéologues ne sont pas traités d'une manière égale dans la pratique numérique, mais aussi analogue, le chemin de la décolonisation numérique devrait être quelque chose qui est vraiment vigilant à tous les moments. Alors, la technologie peut facilement reproduire vraiment les héritages coloniaux avec lesquels nous débattons depuis des décennies, mais il peut être utilisé aussi avec un effort de traiter vraiment ces inégalités grâce à la transformation de l'autorité, du contrôle, la collaboration, la réforme des récits. Nous pouvons voir vraiment un effet positif dans ces communautés aussi et en archéologie et au-delà. Alors, par exemple, ici, Beth Compton, qui est archéologue ici au Canada, actuellement en Colombie-Britannique, elle pose des questions très pertinentes sur la réplication numérique en collaboration avec des communautés des Premières Nations. On voit par exemple dans cette image, tout en bas, il y a une impression 3D blanche, puis une impression 3D en couleur gris, une réplique à la main qui a été faite par Tim Rast, et puis l'artefact original des territoires du Nord-Ouest. Ces répliques et représentations sont souvent présentées dans des contextes archéologiques, dans des musées, etc. Mais Beth commence à demander les questions. Est-ce qu'elles sont vraiment utiles au-delà du facteur wow, d'avoir quelque chose à toucher, etc. Est-ce que l'idée de faire une copie numérique ou physique modifie-t-il notre vision de l'artefact original? Et ce qui est super important, est-ce que ça modifie le symbolisme ou la significance de l'objet original pour la communauté? Alors, si c'est un objet sacré, quelles sont les implications si on fait des réplications de cet objet? En développant des critiques collaboratives sur la reproduction numérique des artefacts, des collections de musées, ces projets placent également l'éthique et l'engagement communautaire et au cœur vraiment de l'innovation, contrairement aux grandes applications technologiques qui se développent souvent avec peu de consultation, privilégiant vraiment une approche qu'on voit souvent dans les humanités numériques de faire des grands projets, beaucoup de flash, et parfois ça oublie le côté vraiment d'humanité, de communauté qui est au cœur vraiment de ces objets. Alors, les histoires sociales, politiques et économiques vraiment tendues et complexes qui définissent l'histoire coloniale et post-coloniale dans cette région exigent des nouvelles approches de la diversité et du patrimoine. On voit ça vraiment et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est bien connu maintenant au Canada. Pour vraiment développer des pratiques qui favorisent l'empathie, le respect et la responsabilité. L'archéologie et la muséologie numérique en particulier sont un vecteur vraiment puissant de ce type d'initiative car elles permettent de créer des expériences patrimoniales engageantes, immersives, accessibles parfois, plus accessibles, soit localement ou globalement, dans de nombreuses langues, de superposer des différentes histoires ou points de vue ou des différentes langues et aussi de créer un environnement qui est en constante évolution. Alors, l'histoire ou le récit peut transformer quand nous sommes en train de transformer nos perspectives aussi. Cependant, c'est toujours ce côté d'équilibrer les avantages avec les désavantages, le fait que la numérique n'est jamais neutre et de vraiment réfléchir ce que nous sommes en train de faire.
Alors, tout ça veut dire que l'avenir de toute l'archéologie au Canada devrait être public et collaboratif. Ce sera certainement aussi numérique parce qu'on voit que le numérique est toujours présent aujourd'hui. Mais comme la technologie et les communautés changent sans cesse, le processus de décolonisation, de transformation sera sans fin aussi. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait être actif tout le temps. Il ne faut pas ralentir ou perdre un peu cet accent qui est mis sur ces efforts aujourd'hui. On doit donc garder constamment l'esprit de l'équité, de l'éthique et cet œil critique sur ce que nous sommes en train de faire. Comme tel, si nous repensons l'archéologie publique au Canada, pour moi, et je crois pour beaucoup d'archéologues en ce moment, on voit vraiment qu'il faut donner la priorité à la collaboration et aux projets dirigés par les communautés des Premières Nations et d'autres groupes historiquement marginalisés. D'évaluer la manière critique et transformer le vocabulaire, mais aussi les autres cadres qui créent les préjugés conscients et inconscients dans les conceptions publiques du passé. Utiliser la technologie seulement pour ces efforts de décoloniser et démocratiser l'archéologie, c'est-à-dire de la rendre plus ouverte, transparente, éthique et inclusive. Mais ce ne sont pas seulement les objectifs ou le travail des archéologues. Je crois que c'est vraiment un projet pour tout le monde et c'est un projet nécessaire que tout le monde est en train de réfléchir ces éléments d'une manière super critique. Alors, vous pourrez tous vraiment participer à l'archéologie et cette réimagination de l'archéologie pour l'avenir, en évaluant vraiment de manière critique chaque projet d'archéologie ou représentation du passé que vous voyez et exigez mieux. Alors, quand il y a des nouvelles d'une découverte archéologique ici au Québec ou quelque part d'autre, réfléchissez vraiment ce que vous êtes en train de voir, qui est en train de faire cette recherche. Est-ce que des communautés autochtones sont impliquées si c'est une histoire autochtone? Si vous voyez un monument ou une muraille dans votre ville, réfléchissez qui a créé ce monument, quel était leur objectif et est-ce qu'ils sont encore quelque chose qui est utile aujourd'hui? Faites aussi pression sur les gouvernements et les institutions. Je travaille souvent dans des institutions et l'impact d'un public qui est vraiment critique et exige des meilleures pratiques. C'est vraiment quelque chose à valoriser. Alors, soutenez vraiment des projets de décolonisation, de rapatriement, mettre la pression pour des musées de rapatrier des objets et des ossements humains, et de faire le travail de réconciliation. On fait aussi rechercher des voix diverses dans les livres, à la télévision, au cinéma, dans les musées, et prenez le temps de vous informer et de reconnaître vos privilèges. Et enfin, et je crois que peut-être ce qui est celui qui est le plus de fun, suivre et participer à des projets locaux. Alors, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui de participer dans l'archéologie, dans des projets, soit dans des fouilles archéologiques, soit dans des représentations, dans des expositions ou pour des livres, etc. Participez parce que ça va changer aussi les voix qui sont représentées. Trouvez des moyens d'utiliser vos propres connaissances ou vos compétences, soit que vous êtes artiste ou écrivain ou quelque chose comme ça, vous pourrez contribuer à ces projets aussi. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous allez prendre quelques moments après la présentation pour réimaginer aussi vos propres visions de l'archéologie à l'avenir. Il y a plus de ressources que j'ai mis des liens ici si vous voulez poursuivre un peu plus d'informations sur certains de ces projets. Mais aussi, si vous voulez partager votre vision de l'archéologie à l'avenir, mes détails de contact sont là aussi. Merci. Merci beaucoup, Catherine Cook, pour cette fascinante conférence. Merci. J'espère que ce n'était pas trop long.
Non, non, c'est parfait. Puis pour ceux et celles là, qui souhaiteraient poser une question à Catherine, vous pouvez les écrire en commentaire. On va être en direct avec vous très bientôt. Également, je rappelle qu'il y a encore plusieurs conférences qui sont prévues au programme jusqu'à demain. Donc, je vous invite à aller les consulter sur notre site web pour en savoir plus, rvhqc.com. Et une dernière fois, Catherine, merci beaucoup. Merci.